Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis, comme aurait pu le dire Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues, nous sommes dans une époque de transition. On est toujours dans une époque de transition. Mais un peu plus particulièrement actuellement, en 2017, avec l'élection surprise d'Emmanuel Macron, enfin surprise, inhabituelle, anormale, et en 2019, avec les élections européennes du 26 mai qui ont accompagné ou poursuivi la mutation qui s'est produite en 2017. La première observation qu'on peut faire, c'est l'effondrement des partis traditionnels. Les 4 partis traditionnels, qui aujourd'hui s'appellent Parti Socialiste PS, Parti Communiste, PC, Union des Indépendants, UDI qui est l'ancien UDF, et LR qui est l'ancien UMP, ancien RPR. Ces 4 partis, qui représentaient 80% des voix dans les élections pendant 50 ans, ont représenté au total 20% en 2019, aux élections européennes. C'est donc un bouleversement considérable. Alors il faut peut-être s'intéresser aussi aux pays étrangers. La situation est très variable selon les pays. Le pays qui est toujours pionnier d'ailleurs dans la vie politique, celui qui avait inventé le fascisme par exemple, c'est l'Italie. Et alors en Italie, la démocratie chrétienne a disparu, quasiment, alors que c'était le parti dominant pendant 50 ans. Le parti communiste n'a pas disparu, sauf que il s'est transformé, en devenant le parti démocrate, en abandonnant évidemment le marxisme. Donc en réalité, ce sont peut-être les mêmes hommes, mais encore, il n'y a pas le même parti. Et puis, sont apparus des partis nouveaux, le parti populiste de droite de la Ligue de Salvini, qui aujourd'hui est tout à fait en tête, et atteint 34% des voix dans les élections européennes, auxquelles il faut ajouter 6% des voix pour les Fratelli, les frères d'Italie qui sont d'extrême droite, eux. Et puis, il y a eu le mouvement 5 étoiles, qui est en fait un mouvement écologiste qui ne dit pas son nom, qui a eu encore quand même dans les 17% des voix aux élections européennes, après être monté au-delà de 30% aux élections législatives de l'année précédente. L'Angleterre, à cause du cas particulier du Brexit, a aussi montré qu'il pouvait y avoir des bouleversements considérables, puisque le parti Brexit Party, le parti du Brexit de Nigel Farage, a fait 32% des voix, alors qu'il n'existait pas il y a 6 mois. Parce que Madame Theresa May, de funeste mémoire, n'a pas été capable de réaliser la sortie de l'Union européenne. Au bout de 3 ans. Et puis, le parti conservateur, qui est au pouvoir, n'a eu que 9% des voix aux élections européennes. 9% des voix. Alors qu'il est au pouvoir. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les pays, mais en Allemagne, quand même, on voit que le parti écologiste est passé devant le parti de gauche, le parti socialiste, social-démocrate, et que les chrétiens-démocrates sont à peine au-dessus, donc ils ont beaucoup reculé, ils ont reculé de 10 points, sont à peine au-dessus des écologistes, et qu'un parti populiste, l'AfD, a atteint 10% des voix. Donc voilà, il y a un remue-ménage complet, on pourrait citer l'Espagne avec Podemos, avec Ciudadanos, un bouleversement de la vie politique dans les pays occidentaux, dans les pays d'Europe de l'Ouest plutôt. Cela dit, pour ce qui est de la France, ne nous y trompons pas, c'est ma deuxième observation, le PS est mort en apparence, mais parce qu'il est transformé pour devenir LRM. Qu'est-ce que c'est que LRM ? C'est la mue du serpent. Il y avait au départ les partis socialistes, qui étaient issus de l'Internationale socialiste, ancienne scission, congrès de Tours, qui étaient restés fidèles longtemps au marxisme, du moins dans les mots. C'est longtemps appelé section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, jusqu'en 1972 et le congrès d'Épinay. Et en réalité,
il avait subi une transformation interne du point de vue idéologique. On est frappé quand on lit le livre de Davé et l'homme, livre d'entretien avec François Hollande, président de la République de 2012 à 2017, je vous le rappelle au cas où vous auriez oublié son nom, que cet ancien premier secrétaire du Parti socialiste, ancien président de la République, avait exactement les mêmes idées sur le fond, les mêmes convictions qu'Emmanuel Macron. François Hollande et Emmanuel Macron, c'est pareil. Ce n'est pas seulement qu'ils ont fait tous les deux l'ENA, c'est qu'ils ont les mêmes idées. D'ailleurs, Emmanuel Macron était le conseiller économique de François Hollande pendant la campagne de 2012, et il était son conseiller économique à l'Élysée avant de devenir son ministre de l'économie. Donc en réalité, sur le plan des idées, des convictions, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Macron et Hollande. Emmanuel Macron, c'est François Hollande en plus jeune. Et surtout, c'est l'homme qui a pu accomplir la mue que le Parti socialiste français n'avait jamais accomplie, que les Allemands ont accompli il y a 40 ans à Bad Godesberg, en abandonnant le marxisme, et que François Hollande ne pouvait pas accomplir parce que c'était un homme d'appareil, c'est un apparatchik. Il avait beau avoir les mêmes idées que Macron, il était incapable de faire sa mue, d'abandonner le mot socialiste, qui faisait peur aux bourgeois, et de dire ouvertement que c'était autre chose, qu'on se débarrassait des vieilles idées collectivistes. Donc la République en marche, c'est le Parti socialiste qui a fait sa mue. Pas autre chose. Donc c'est en soi un parti de gauche, essentiellement cosmopolite, et beaucoup moins collectiviste, qui reste collectiviste par hystérésis, par inertie, mais qui n'est pas essentiellement collectiviste, qui est essentiellement cosmopolite. D'où les cris du cœur de Macron lorsque il dit qu'il n'y a pas de culture française, qu'il n'y a pas d'art français. Ce n'est même pas de la haine qu'il a à la guerre de la patrie, c'est simplement une cécité mentale. Il ne comprend même pas ce que c'est que notre identité nationale, c'est un pur cosmopolite. Pour lui, le monde idéal est sans frontières. D'où d'ailleurs sa volonté de transférer la souveraineté de la France à l'Union européenne. Troisième observation qu'il faut faire, c'est la poussée des partis écologistes en Europe. En France, le parti écologiste représenté par le médiocre Jadot a atteint 13% des voix, 2 fois plus que le Parti socialiste. Et en Allemagne, c'est pire, ou c'est mieux, si vous préférez, pour eux. Et ils ont atteint plus de 20% des voix. Que s'est-il passé? C'est quand même pas totalement surprenant. Les médias font une propagande continue, permanente, obsessionnelle, sur le thème des catastrophes écologistes. Alors, ce n'est pas le lieu ici de vous le démontrer, mais sachez que la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme est un bobard scientifique, de type lysenkiste. Vous voyez sur le site du Carrefour de l'Horloge le rapport de 2010 que j'ai fait sur le prix Lysenko de la désinformation scientifique attribué à Jean Jouzel et Nicolas Hulot. Alors, l'écologisme, c'est d'abord le réchauffement climatique, c'est la pollution, l'hystérie sur tout ce qui est pollution. Et maintenant, on nous raconte qu'il y a un risque d'extinction des espèces qui, je suppose, j'ai moins étudié la question, est aussi bidon, aussi factice, aussi illusoire que la catastrophe climatique. Et le point important, c'est non seulement que ça donne le vent en poupe à ces partis qui se réclament de l'écologie, du thème de l'écologie, mais c'est surtout, à mon avis, ce qui est plus grave, c'est que ça pousse, d'une part que ça pousse au projet cosmopolite du gouvernement mondial, puisque si il y a un réchauffement climatique qui concerne tous les hommes de la planète, et il faut des mesures supranationales, et il ne faut pas laisser les États s'en occuper chacun de son côté, d'où la COP21, d'où les traités multiples depuis Tokyo, qui visent à imposer des normes aux États pour réduire leur production de carbone. Et puis, pour revenir à la politique française, il y a un gros inconvénient, c'est que
la hantise de peurs imaginaires occulte les dangers réels que nous courons. Les peurs imaginaires de l'écologie nous empêchent de nous rendre compte de la catastrophe migratoire. Les grands dangers qui menacent la France, c'est la destruction de la famille, la dénatalité et l'invasion migratoire. Dans la mesure où les gens, et notamment les jeunes gens, emportés par leur enthousiasme naturel, se précipitent pour sauver la planète, qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui se passera d'eux, eh bien, ils ne se rendent pas compte que le vrai danger ne vient pas de là. Il vient de l'écologie humaine, c'est-à-dire que l'immigration perturbe notre environnement humain. Donc il y a un effet de substitution ou d'éviction, l'écologisme favorise l'immigrationnisme. Alors, la quatrième observation que je voudrais faire, c'est le retour en force de la lutte des classes. Dans une certaine mesure, jusqu'à présent, la lutte des races avait supplanté la lutte des classes. C'est-à-dire pour ça que le Parti communiste s'est effondré, à partir du moment où les prolétaires, ou les ouvriers, ou les gens modestes, ont considéré que c'était surtout l'immigration qui atteignait leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, et par conséquent que la lutte des classes était moins importante que la lutte des races. Que la conscience de classe devait céder la place à la conscience de race. Or, à cause de Macron, l'homme de la banque Rothschild, à cause de sa politique, et de son ton aussi, qui est une politique de classe, et non pas une politique nationale, il y a, en France, un réveil de la lutte des classes. Manifeste dans le mouvement des Gilets jaunes, et manifeste dans le vote des élections européennes. Pour les élections européennes, Neuilly-Auteuil-Passy, le 16e arrondissement Auteuil-Passy, à Paris, Neuilly-sur-Seine, ont voté à pratiquement 50% pour la liste d'Emmanuel Macron. À Versailles même, la liste de l'Oiseau, celle d'Emmanuel Macron, La République En Marche, a fait 30% des voix. Alors même que Bellamy, de LR, le candidat de LR, François-Xavier Bellamy, est de Versailles. Il est élu de Versailles. Et il n'a fait que 27% des voix. On voit donc que la bourgeoisie, et pas seulement les bobos, les bourgeois bohèmes, mais la bourgeoisie friquée, qui a comme idéal son portefeuille, s'est rallié à Macron. S'est rallié à Macron largement. Et aujourd'hui, quand on fait des sondages, on s'aperçoit que 50% des électeurs de La République En Marche, pour les européennes, sont ou se considèrent eux-mêmes comme des électeurs de droite. Évidemment, ce transfert de voix explique l'effondrement du parti LR de M. Wauquiez et de M. Bellamy. Il y a eu en fait un double transfert de voix de LR vers LRM, République En Marche, et transfert de voix de LRM vers les écologistes. À partir du moment où l'écologisme était un thème à la mode, un thème porteur, un thème essentiel dans le discours, non seulement des médias, mais des hommes politiques, et dans le discours de Macron et de ses séides, eh bien, les gens, les écologistes, les gens les plus concernés ou les plus intéressés par les mythes écologistes, ou les bobards écologistes, ont préféré, comme disait Le Pen, l'original à la copie. Ils ont préféré voter pour le parti vert. Donc, le LRM a peut-être perdu 6 ou 7% des voix au profit des écolos, tandis que il a gagné 6 ou 7% des voix au détriment de LR. Alors ça, ce retour de la lutte des classes, c'est un vrai sujet de préoccupation, parce que la lutte des classes divise la nation. Alors, rappelons que la lutte des classes n'est absolument pas une invention de Karl Marx. Karl Marx n'a jamais dit qu'il avait inventé la lutte des classes, d'ailleurs. Ça aurait été ridicule. La lutte des classes était un thème, un pont aux ânes à l'époque de Karl Marx, fin de la première moitié du 19e siècle. François Guizot était un théoricien de la lutte des classes. Ce n'était pas un marxiste, évidemment. Karl Marx a dit simplement qu'il avait rajouté la théorie de la dictature du prolétariat. Bon, qu'on lui laissera. Qui est évidemment une mystification, puisque ce n'est pas le prolétariat qui a la dictature, mais le Parti communiste.
Et notre maître à penser, le maître à penser du carrefour de l'horloge, Vilfredo Pareto, a bien sûr dit que la lutte des classes est un phénomène incontestable. Voilà. Mais quand on a l'esprit national, quand on est nationaliste, on ne dit pas que la lutte des classes n'existe pas. On dit qu'elle est plus ou moins importante, qu'il faut essayer de la réduire, qu'il faut que l'intérêt national permette de l'adoucir sans peut-être la faire disparaître, l'atténuer, et non pas l'exacerber. Macron fait tout pour exacerber la lutte des classes. Dans son style, il a multiplié les mots méprisants sur les Gaulois grincheux, il n'a pas dit publiquement les sans-dents comme François Hollande, mais il n'en pensait pas moins, il a dit d'autres choses. Il s'est moqué des Français ordinaires. Et ça, beaucoup de Français ont compris que c'était un homme méprisant, une incarnation de l'oligarchie cosmopolite et de la bourgeoisie, mais qui méprise le peuple. Détestable. Alors, ces observations me conduisent à une cinquième observation sur la stratégie. Quelle stratégie pour battre Macron? En principe, en 2022, à l'élection présidentielle. Et là, on a une véritable interrogation. Jusqu'à présent, j'avais toujours soutenu une stratégie conforme à mes convictions, ce qui était quand même le plus agréable. La stratégie du nom de la droite, fondée sur le socle idéologique que nous défendons au Parti national libéral, le national-libéralisme, une synthèse de nationalisme et de libéralisme, qu'on peut résumer en disant moins d'impôts, moins d'immigrés, ou bien je brûle le code du travail et je vire les immigrés, et pas le contraire. Mais aujourd'hui, le drame, c'est qu'on n'est pas sûr que cette stratégie de la droite, à supposer qu'elle fût possible, à supposer qu'une Marion Maréchal Le Pen quelconque réussisse à la réaliser, pu permettre la victoire contre Macron. Pourquoi? Tout simplement parce que Macron a, semble-t-il, fidélisé, encore plus qu'en 2017, il a fidélisé en 2019, une bonne partie des électeurs dits de droite, des électeurs bourgeois. Si on fait le total, en considérant que, en fait, ces électeurs de droite ont voté pour un parti de gauche qui est LRM, on arrive à presque 60% de voix de gauche. Donc il n'y a pas de victoire possible au second tour. D'où l'idée que peut-être la seule façon pour battre Macron, c'est le front anticosmopolite, ce que j'appelle le front anticosmopolite. Alors il faut savoir que le clivage droite-gauche n'existe pas depuis 1789, depuis qu'il a été dénommé. Vous savez, lors du vote sur le droit de veto accordé ou non au roi, les opposants se sont mis à gauche et les partisans du pouvoir de veto se sont mis à droite du président. En fait, il existe depuis ce que Paul Hazard, dans un grand livre, a appelé la crise de la conscience européenne et qui a donc daté de 1715. En expliquant, avant 1680, les Français ou les Européens de l'Ouest, pensaient comme Bossuet, et en 1715, ils pensaient comme Voltaire, ce qui n'est pas exactement pareil. Le clivage droite-gauche n'a pas toujours existé, il n'existe que depuis que la gauche, en fait, a pris une telle importance. Auparavant, elle était marginale. Ce qui était la gauche, ou les ancêtres idéologiques de la gauche, étaient marginaux. Les millénaristes, les gnostiques, tout ça, c'était marginal. Aujourd'hui, ça ne l'est plus depuis 3 siècles. Donc le clivage droite-gauche existera tant qu'il y aura une gauche, et je crains malheureusement de ne pas voir la fin de la gauche de mon vivant. Et même vous, chers auditeurs, même si vous n'avez que 20 ans aujourd'hui, je crains que vous ne voyez pas la fin de la gauche, donc la fin du clivage droite-gauche. Mais la stratégie politique, ou la situation politique, peut amener, au moins provisoirement, à un dépassement de ce clivage droite-gauche. Alors on l'a vécu entre les 2 guerres mondiales. Le fascisme est un mouvement révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. Il est sorti du socialisme, c'est une forme de socialisme. Le fascisme est un socialisme national, donc un mouvement de gauche. Que ce soit d'ailleurs le fascisme italien de Mussolini, le fascisme de Hitler, le socialiste national de Hitler. Lisez sur mon site lesquin.fr ou sur natlib.fr l'article « Hitler était socialiste ».
Mais le fascisme était violemment anticommuniste. Si bien que la vie politique a fini par se polariser entre un front anti-fasciste, qui associait aux communistes, les socialistes et une partie de la droite, démocrates chrétiens, avant l'heure, contre un front anticommuniste, qui associait au parti fasciste une partie de la droite, qui était essentiellement anticommuniste. Donc front anticommuniste contre front antifasciste. La question est de savoir si aujourd'hui, on peut imaginer un front anticosmopolite, qui réunirait des populistes de droite comme Marine Le Pen, des populistes de gauche comme Mélenchon, ou en tout cas leurs électeurs, sinon les hommes, sinon les dirigeants de parti, à un front antipopuliste, qui est celui que met en œuvre Emmanuel Macron. Lorsque Emmanuel Macron, pour les élections européennes, a dit c'est le duel des progressistes contre les nationalistes, il voulait dire cela. Il voulait dire cela, considérant que les nationalistes ou les populistes, c'était les ennemis de l'Europe, de l'Union européenne telle qu'il la rêve, et les ennemis de ce qu'il représente, qu'il appelle le progressisme, mais qui est en fait en bon français le cosmopolitisme. Seulement ce terme permet, en s'appropriant la notion de progrès, d'occulter la réalité cosmopolitique de ce courant idéologique, et de rameuter tous les électeurs de gauche. Et donc, l'enjeu pour 2022, si l'on pense que le Front anticosmopolite a une chance de réussir, c'est de démasquer ce qu'est le progressisme de Macron, de montrer qu'il est profondément anti-national, anti-populiste, et accessoirement d'ailleurs anti-collectiviste. Alors, Patrick Buisson, lui, a exprimé autrement cette stratégie hypothétique en parlant de front antilibéral. Ce qui ne me plaît qu'à moitié, parce que je crois que ça crée la confusion. D'ailleurs, il crée lui-même la confusion en confondant le libéralisme des mœurs avec le libéralisme idéologique, celui de Burke, Adam Smith, Hayek, qui n'est pas du tout un libéralisme des mœurs. Mais c'est un peu la même idée. Le front libéral, le front antilibéral de Patrick Buisson, c'est en fait l'union dans les urnes des électeurs de Mélenchon, des électeurs de la gauche anti-macroniste, anti-macronienne, si vous préférez, et puis des électeurs du Front National et d'une partie des électeurs des Républicains. Bon. Alors, il est possible que la stratégie en question, qui au fond qui a toujours été celle de Marine Le Pen, mais qui était une stratégie de Marine Le Pen qui était vouée à l'échec jusqu'à présent, soit maintenant une stratégie fructueuse. Peut-être. Alors évidemment, cette stratégie ne correspond pas à mes convictions, mais parfois, il faut s'adapter aux réalités. L'objectif primordial, c'est de battre Macron et ce qu'il représente. Il faut battre l'oligarchie cosmopolite représentée par Macron. Et donc, moi, je suis prêt à m'allier avec le diable pour battre Macron. Et à mettre un peu d'eau dans mon vin libéral, à mettre un peu d'eau collectiviste dans mon vin libéral, si le but, c'est de battre Macron. Aujourd'hui, il faut sauver la nation, même si il faut accepter en contrepartie une restriction, une réduction des réformes libérales de l'économie qui pourtant serait bien nécessaire. Marine Le Pen avait lancé un appel aux électeurs de Mélenchon pour le second tour. C'était un échec total. Et ça devait être un échec à l'époque. Car les dirigeants de la France insoumise, et même Mélenchon lui-même, sont très marqués par le cosmopolitisme. Ils sont très immigrationnistes, à la différence de leurs électeurs. Mais maintenant, quand on regarde les sondages, on voit que 60% des électeurs
de Mélenchon au premier tour de la présidentielle, où il avait eu pratiquement 20% des voix, serait susceptible de voter pour Marine Le Pen. Donc la stratégie de Marine Le Pen, du Front anticosmopolite, qu'elle n'appelle pas ainsi, qu'elle peut appeler peut-être le Front populiste, qui était voué à l'échec, jusqu'en 2017 compris, a peut-être maintenant une chance d'aboutir. Et donc, dans la mesure où l'Union de la droite, elle, paraît vouée à l'échec pour 2022 tout au moins, à cause de ce phénomène de captation de l'électorat de droite par Macron, il ne reste pas d'autre solution sans doute que le Front anticosmopolite. Et par conséquent, il faut souhaiter que le Front National qui maintenant, ou le Rassemblement National selon le nouveau nom qu'il a pris, qu'il incarne, réussisse, avec son candidat Marine Le Pen ou un autre, à battre Macron en 2022. Vivons dans cet espoir, mais faisons tout pour que Macron puisse être battu en 2022. La France en a besoin. Il faut résumer notre programme politique par la formule TSM, tout sauf Macron. Merci. Je vous invite, pour nous aider à diffuser les idées nationales libérales, à vous abonner dès que possible à la chaîne YouTube Radio Athéna. Radio Athéna, qui complète la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube personnelle, Henri Delescas, ainsi d'ailleurs que celle du Carrefour de l'Horloge. Pour être prévenu, abonnez-vous et vous recevrez des notifications de toutes les émissions qui ont lieu le lundi à 19h ou le mercredi à 19h, jusqu'à ce que, éventuellement, nous changions l'horaire. Mais pour l'instant, c'est cela, c'est lundi, mercredi à 19h. Merci. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.